Bonjour à tous, bienvenue pour ces mercredis de la supply chain et sur le thème aujourd'hui pour un immobilier logistique énergétiquement sobre. Dans le cadre du plan national de sobriété énergétique, le gouvernement a demandé aux entreprises de réduire leur consommation énergétique de 10%. Mais comment faire pour répondre à cette question? J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau 3 experts de l'immobilier logistique. À commencer par Olivier Barge. Bonjour Olivier, vous êtes le directeur général de la société APRC. Tout à fait. Marc Exposito, vous êtes le directeur innovation de la société GSE. Bonjour. Bonjour. Et Franck Lamas, vous être le directeur recherche, développement et RSE de la société Faubourg Promotion du groupe IDEC. Bonjour. Bonjour à tous les trois. Je vais vous demander dans un premier temps de bien vouloir vous présenter pour ceux qui nous regardent, savoir un petit peu quelle société vous représentez, quelle est votre activité précisément, Olivier. Donc APRC, c'est une société d'une centaine de personnes qui a 16 ans et qui est spécialisée dans 2 activités, la partie contracteur général, qui est la partie initiale, et puis la partie développement immobilier sur la France, maintenant sur l'Italie, bientôt sur l'Espagne, et puis 2-3 autres pays sur lesquels nous travaillons. Donc voilà une activité, une société en pleine croissance que j'ai rejoint cet été, donc voilà, c'est tout frais. Merci. Marc? Bien, GSE, c'est un contractant général, on aime dire d'ailleurs contractant global pour être encore un peu plus large que général, en immobilier d'entreprise, et la logistique représente quand même plus de la moitié de notre chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'Europe du Sud essentiellement. Et on fait en plus partie d'un groupe qui est encore plus gros sur l'Europe du Nord et de l'Est, qui est Goldbeck. Très bien, merci. Franck? Le groupe IDEC, nous sommes promoteurs, aménageurs, constructeurs clés en main de bâtiments de tout type d'activités, que ce soit de la logistique, de l'agroalimentaire, des sciences de la vie. Et j'interviens aujourd'hui plus particulièrement sous l'entité Faubourg Promotion, donc, qui est promoteur aménageur de parcs d'activités ou parcs logistiques. Alors, réduire immédiatement 10% d'énergie, est-ce que c'est possible dans un entrepôt? Non seulement c'est possible, mais c'est déjà en cours. C'est déjà en cours. Alors comment on s'y prend avant? Déjà, je pense que la meilleure approche, c'est de garder une approche de bon sens. En fait, ça commence par ça, se dire je vais réfléchir à travailler sur les postes les plus importants. Et donc, on peut faire une simulation thermique et dynamique, par exemple, si c'est un bâtiment neuf, ou regarder ses consommations d'énergie, et puis se dire je peux jouer sur l'inertie du bâtiment, sur son isolation, je peux jouer sur les équipements, mettre des LED au lieu de mettre des éclairages qui consomment beaucoup, avec des détecteurs de présence, etc. Il y a un certain nombre de recettes de bon sens qui permettent, mine de rien, d'adresser probablement au-delà même des 10%, qui nous sont demandés. Marc? Oui, il faut en fait vraiment 10% cet hiver. Ce n'est pas des travaux qui permettront de faire ce travail. Les travaux, ils vont être, ou la rénovation, c'est du plus long terme. Par contre, c'est de la mesure, c'est savoir où est-ce qu'on consomme, combien on consomme. Très peu de clients connaissent leur consommation. Pourtant, ils ont des factures, mais même quand on connaît sa consommation, on ne sait pas quel est le gros poste de consommation et est-ce que cette consommation, elle est normale ou est-ce qu'on peut faire mieux. Donc, je pense que la première des choses, c'est mettre les équipements nécessaires pour mesurer, pour communiquer aux utilisateurs, et c'est que le comportement qui fera 10%. Le comportement dans un mais le comportement, il permet de faire 10%, à condition de savoir où est-ce qu'il faut mieux se comporter. Et en plus, l'immobilier logistique a cette particularité d'être très différente des logements. Et tout ce qu'on entend aujourd'hui, c'est des comportements baisser de 2 degrés la consommation d'un entrepôt. C'est souvent aberrant parce que les entrepôts ne sont pas chauffés. Donc, ce n'est pas ça qui va permettre de faire en premier lieu la réduction de consommation. Oui, Franck, c'est votre avis aussi? Oui, mais en fait, la consommation d'un entrepôt logistique, si on prend un entrepôt sec, c'est très faible. Ramené au mètre carré, c'est très faible. Alors effectivement, on a des bâtiments qui ont des grandes surfaces, et donc la facture énergétique sur ce grand bâtiment est assez élevée. Mais parce qu'en général, ils ne sont pas très chauffés. Parce qu'on chauffe à 5 degrés, à 12 degrés, on a un éclairage minimum, et puis il y a très peu de process.
baisse. Cependant, elle n'a fait quand même que évoluer. Je pense que la consommation, disons, les besoins énergétiques des bâtiments vont continuer à évoluer. Effectivement, on chauffait avant à 5 degrés, aujourd'hui à 12, demain peut-être encore plus. On a notre problématique de température d'été avec les canicules. On parle aujourd'hui de rafraîchissement l'été. On a du process, on a de plus en plus de process dans nos bâtiments. Et puis on va avoir, alors c'est peut-être pas encore aujourd'hui, donc ça ne correspond pas à l'abaissement de 10%, mais on va avoir tout le changement sur la mobilité avec des prises de véhicules électriques, avec de l'hydrogène, tout ça. Et donc la consommation, même si elle est faible, elle évolue aujourd'hui. Alors on a des techniques pour l'abaisser. Et je suis d'accord avec le constat de dire qu'il faut faire des changements très simples sur l'éclairage. Il y a des techniques très simples en passant à LED, avec des LED intelligentes pour réduire les consommations. Et puis piloter son bâtiment. Le pilotage énergétique, aujourd'hui on a mis des compteurs un peu dans tous les sens depuis des années, mais on ne fait pas forcément de relevés. On a mis des GTB, mais on ne pilote pas forcément. Corriger les défauts de pilotage, en fait. Donc voilà, ça c'est un point important. Des indicateurs en quelque sorte pour vérifier. Et pour ça, il faut effectivement des indicateurs poste par poste. Et l'indicateur, ce n'est pas que les kilowattheures par mètre carré par an. C'est est-ce que cette valeur, elle est au-dessus de ce qui devrait se faire et quand est-ce qu'il faut alerter les utilisateurs. Vous avez des modèles pour ça, enfin des choses que vous proposez à vos clients Alors, on réfléchit beaucoup, nous, puisqu'on a une offre qui permet d'afficher ces consommations dans des camemberts très clairs et en ligne. Mais la valeur, quand est-ce qu'elle est verte, quand est-ce qu'elle est orange, quand est-ce qu'elle est rouge, ça va se faire beaucoup à l'expérience. Et aujourd'hui, c'est pour moi la capitalisation va permettre. Alors, sur de l'éclairage, ce n'est pas tout à fait vrai. L'éclairage, c'est très facilement simulable. La thermique, beaucoup moins. Donc là, on parle un petit peu du court terme. Vous avez dit, bon, c'est du bon sens, c'est des gestes au quotidien, etc. Mais est-ce que sur le long terme, il n'y a pas des travaux d'isolation, des choses à faire pour justement aller au-delà des 10%, justement ? On a déjà, si tu veux, on peut discriminer deux familles de deux approches, les bâtiments existants et les bâtiments neufs. Donc c'est sûr, sur les bâtiments neufs, c'est a priori plus facile. On va en parler après des bâtiments neufs, mais sur les bâtiments existants. Un bâtiment existant vieillit et donc ce bâtiment-là nécessite une maintenance. Et on ne va pas avoir un bâtiment qui a 50 ans et qui est toujours dans son jus. Un bâtiment qui a 50 ans, potentiellement, il a eu son bardage refait 2 fois. Et donc à l'occasion de la rénovation de ces façades, on ne va pas refaire du 1 pour 1. On va justement chercher à déjà être accord avec les réglementations actuelles et mettre des isolants qui soient plus performants pour augmenter l'inertie thermique de ce bâti. Sur le toit, on va aussi mettre en place des matériaux qui permettent d'accueillir du solaire. Et ce bâtiment-là, demain, il sera aussi producteur d'énergie. Donc, même sur le bâti existant, ça ne se fait pas en claquant dans les doigts, mais ça se fait. Et la réglementation nous y incite. On est bien sûr soumis au décret tertiaire, donc qui nous incite à publier nos consommations, enfin nous incite, c'est même une obligation de publier nos consommations d'énergie. On est soumis au décret BACS qui nous conduit à mettre en place des systèmes de pilotage de GTB, de domotique pour 2025. Donc il y a une émulation et en même temps une pression réglementaire qui fait que de toute façon ça avance. Juste un petit aparté sur le décret tertiaire. Est-ce que les utilisateurs, les locataires, les propriétaires ont vraiment conscience de ce qu'il faut faire aujourd'hui pour être dans les clous ? Si tu veux, il y a deux, pour moi, pour faire court, il y a deux populations. Il y a les gens qui sont spécialisés dans l'immobilier logistique. Ces gens-là le savent. Ils ont anticipé, ils ont commencé à mettre en place des mesures, etc. Puis il y a des gens qui ne sont pas la supply chain, la logistique, c'est pas leur core business. Et là, oui, il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas vraiment au fait de ça et qui vont devoir rattraper le train assez rapidement. Parce que ça commence maintenant, c'est ça ? La prise de conscience se fait là cette fin d'année, parce que c'est la première année qu'il y a quelque chose de concret, c'est-à-dire qu'on doit déposer une valeur dans une plateforme numérique. Donc, mais la deuxième prise de conscience, ça sera quand on va se rendre compte de l'écart entre sa consommation et l'objectif qui est de 2030. Celui-là va faire certainement beaucoup plus mal.
Aujourd'hui, les obligations réglementaires, elles sont balayées un petit peu aussi par la hausse des coûts de l'énergie. Oui. C'est-à-dire que les 10%, aujourd'hui, les clients qui ont des bâtiments, je pense qu'ils recherchent à baisser encore plus que 10% pour compenser effectivement les hausses d'énergie. Donc il y a des choses qui se font, voilà, le développement des énergies renouvelables et notamment le photovoltaïque. Alors tous les bâtiments ne peuvent pas recevoir de photovoltaïque sur le toit, mais on a beaucoup de programmes et de bâtiments existants où il y a des développements de photovoltaïque en ombrière photovoltaïque sur les parkings. Et ça, c'est la possibilité effectivement de réduire assez simplement et facilement ces consommations énergétiques. Les ombrières, donc ces sortes de toits qu'on met au-dessus des voitures. Exactement, et qui sont couverts de panneaux photovoltaïques et l'énergie produite va être autoconsommée dans le bâtiment. Moi, je trouve que c'est extrêmement important, ça, parce que l'isolation, je crois que ce n'est pas la première idée à avoir dans un entrepôt, parce que c'est structurel, c'est lourd. Imaginez qu'on va changer une toiture juste à cause de l'isolation, je pense que ça ne marche pas. S'il y a besoin de changer la toiture pour l'étanchéité, alors on mettra de l'isolation supplémentaire, mais je ne crois pas qu'on va le faire. En tout cas, ce n'est clairement pas la première chose à faire. Les équipements techniques, l'autoconsommation photovoltaïque sont, à mon avis, des choses qui vont arriver avant la surisolation, parce que ces bâtiments, en fait, n'ont pas beaucoup besoin d'isolation. Et d'ailleurs, il n'existe pas une solution magique pour réduire ces consommations d'énergie. Chaque cas est un cas particulier. Donc sur chaque cas, on va analyser. Il y a tout un tas de solutions sur l'étagère. On va dire, bah, tiens, on va prendre celle-là, celle-là et celle-là. C'est les plus performantes pour mon cas de figure. Mais sur le bâtiment qui est à Lille et le bâtiment qui est à Marseille ou à La Rochelle, ça ne va pas être les mêmes solutions. Oui, bien sûr. Et donc il faut à chaque fois... Le soleil n'est pas forcément le même à Marseille qu'à Dunkerque. On vient de parler des bâtiments existants. Pour ce qui est des nouveaux projets, quels sont vraiment les prérequis justement en matière énergétique? Qu'est-ce qu'il faut vraiment mettre en place, s'assurer pour que le bâtiment soit vraiment sobre d'un point de vue énergétique? Déjà, ce qui est intéressant, c'est de voir un bâtiment neuf, logistique sec. C'est 80% de la logistique, quand même, la logistique sec, c'est-à-dire très peu chauffée. On va dire le plus gros poste de consommation, c'est l'éclairage. Et ça fait quand même quelques années. Donc, l'éclairage très performant, l'éclairage LED, aujourd'hui, il est généralisé sur tous les bâtiments. Il reste le pilotage. Et le pilotage, il est important. En fait, derrière, il faut juste éteindre la lumière quand on n'en a pas besoin. C'est quand même ça le plus efficace. C'est la meilleure idée. Mais pour éteindre la lumière quand on n'en a pas besoin, aujourd'hui, on ne peut pas compter dans un entrepôt sur l'interrupteur. Donc, il faut mettre des capteurs de présence. Pourquoi pas de la gradation quand il y a de la lumière naturelle. Olivier, c'est quoi un entrepôt zéro carbone? Un entrepôt zéro carbone, c'est une démarche d'abord. C'est une démarche dans laquelle, alors surtout pour un bâtiment neuf, quand on est sur un bâtiment existant, on connaît ses consommations et donc on se dit voilà la référence et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer. Sur un bâtiment neuf, on est conduit à simuler sa consommation d'énergie d'abord. Donc ça va nous donner la référence de départ. Et puis derrière, on va faire une analyse de cycle de vie, donc qui va définir aussi bien pour sa construction que pour son exploitation pendant 20, 30, 40, 50 années, ce qu'il va produire en CO2. Donc fort de tout ça, on va retrouver les plus grands postes qui sont producteurs de CO2 et c'est là-dessus qu'on va travailler. Et après, comme on le disait tout à l'heure, on va sur l'étagère et on teste et on choisit. On va choisir par exemple de faire de la géothermie sur certains projets pour ne pas être raccordé au gaz. Donc ça, c'est super pour l'environnement. Et c'est super aussi économiquement, parce qu'au vu de ce qui se passe à l'heure actuelle, on voit les prix du gaz qui sont envolés. Ça se développe bien, ça, la géothermie? Je pense qu'aujourd'hui, nous, moi, par le passé, j'ai une expérience sur ce sujet-là qui est très réussie, très concluante. On l'a mis en place sur... Monoprix. Je l'ai fait sur Monoprix et sur le projet à côté Proaction. Je sais que Prologis, en l'occurrence, est en train de le regarder aussi sur des parcs de bâtiments existants. Donc, c'est un investissement qui est conséquent. Mais au vu de l'évolution des coûts de l'énergie, des solutions qui n'étaient pas qualifiées il y a 5 ans, aujourd'hui deviennent pertinentes. C'est comme quand on parle de la charpente béton, la charpente bois, à un moment donné, on ne regardait pas. Puis le béton a augmenté en coût et aujourd'hui, on se retrouve avec des solutions qui sont parfois plus intéressantes en bois. Ça dépend de la conjoncture. Donc, il faut à chaque fois aller sur l'étagère et se dire, allez, tester les différentes solutions pour trouver le meilleur compromis, le plus performant en termes d'euros, en termes de kilowatts et en termes de CO2. Alors, j'ai peut-être un petit bémol, parce que souvent on parle de géothermie. Avant la géothermie, il y a simplement remplacé le gaz par l'électricité. Et la pompe à chaleur,
ça fait partie de la géothermie, mais on peut s'arrêter à la pompe à chaleur. Ouais. Et nous, notre expérience, elle est que changer du gaz en pompe à chaleur, c'est de toute façon déjà moins 90% de carbone. Et on va dire pour un entrepôt chauffé, je dis bien, ils sont pas tous chauffés, mais à partir de 12 degrés de chauffage d'un entrepôt, c'est rentable, c'est devenu vraiment rentable économiquement en pompe à chaleur simple. Oui. Quand je dis rentable, on est largement en dessous de 10 ans de retour sur investissement. Et si on continue à avoir des tarifs d'électricité tels qu'ils sont, ou de gaz tels qu'ils sont, c'est même 5 ans. C'est des gros travaux, ça Et les gros travaux, alors justement, c'est ça la différence entre la pompe à chaleur et la géothermie, c'est-à-dire qu'une pompe à chaleur, pour remplacer une chaudière gaz, c'est entre guillemets que la génération de chaud qui va pouvoir changer. C'est pas tout à fait vrai, parce qu'il faut grossir un peu les tuyaux aussi de distribution, mais ça reste raisonnable. Quand on met de la géothermie, et la géothermie, en fait, ça veut tout dire et rien dire, parce qu'il y a plusieurs types de géothermie, mais quand il faut creuser des dizaines de puits très profonds, ça n'a rien à voir avec quand il faut aller chercher une nappe qui a quelques mètres sous la terre. Et c'est pour ça que la géothermie, des fois, c'est bien, des fois, c'est pas top. Nous, notre conviction, c'est que quand il y a une nappe pas loin sous la terre, c'est à la fois correct économiquement et bon en carbone. Quand il faut aller creuser profond, en général, au niveau carbone, c'est bien, mais au niveau économique, c'est très difficile. Ceci dit, il y a des aides aujourd'hui et des subventions. Oui. Et je rejoins complètement Marc. Hein. C'est pas la solution à tout, c'est pas la solution magique, il n'y en a pas. Donc si on a une, il faut la tester. Puis après, dans géothermie, il y a effectivement aller chercher l'eau chaude qui est dans le sol. Et c'est des gros travaux. Mais le système qu'on a mis en place, on l'appelle géothermie parce qu'il n'y a pas vraiment de nom pour le qualifier mieux que ça. Mais en fait, on ne va pas chercher d'eau dans le sol. On fait circuler de l'eau qui vient en été, qui est donc chaude, qu'on va donc stocker dans le sol et qu'on récupère l'hiver. Et l'hiver, on stocke du froid qu'on récupère l'été. Donc, il n'y a pas. Donc mais c'est des investissements conséquents. Et tout ça, il faut raisonner en retour sur investissement. Il faut raisonner en performance de décarbonation. Et au cas par cas, se dire, bah, tiens, là, c'était la bonne solution. Là, une pompe à chaleur suffit. Là, il faut faire telle autre solution. Mais c'est sûr qu'on s'éloigne du gaz. Juste sur la géothermie, en fait, sur les bâtiments à température dirigée, donc les bâtiments qui sont à la fois chauffés et rafraîchis l'hiver, aujourd'hui, nous, on a à peu près 70% de ce type de bâtiments où on développe des solutions de géothermie. Après, sur des bâtiments qui sont uniquement chauffés, effectivement, le retour sur investissement, il est différent, il est beaucoup plus long. Et là, la question se pose, si c'est vraiment un axe fort de décarbonation, comme on a pu le faire, on y va, mais on l'a fait ensemble, on y va. Mais c'est, voilà, le retour sur investissement est beaucoup plus long. Ouais. Il y a d'autres formes je vois sur la photo par exemple des éoliennes. Est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant ou alors c'est simplement un peu folklorique les éoliennes? C'est en train on est en train de le tester. C'est pas tout à fait. On va le tester l'année prochaine, nous chez GSE. Parce que le problème de l'éolienne, c'est qu'on voit bien aujourd'hui, pour que ça soit rentable, il faut aller prendre très haut des très grandes éoliennes et c'est pas compatible avec le bâtiment. Donc l'éolienne de toit, c'est quelque chose qui n'a pas du tout encore prouvé son efficacité. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Certainement qu'il y a des endroits où ça peut se faire. Et il y a notamment des startups, une startup française aujourd'hui qui propose cette solution et qu'on va tester sur des entrepôts. Alors, à l'intérieur des bâtiments, il y a des équipements de manutention, d'intralogistique qui fonctionnent à l'électricité. On parle de plus en plus aussi, là aussi, de sources alternatives, comme l'hydrogène, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose auquel il faut penser au moment de la conception de l'entrepôt? Moi, je pense que le sujet n'est pas mature. Je pense que c'est une solution future. L'hydrogène, comme l'électricité n'est pas une énergie naturelle, c'est une énergie fabriquée. Et donc ça dépend comment on la fabrique. Si on la fabrique avec du gaz, par exemple, c'est pas génial, quoi. Mais pour autant, je pense que ça progresse de mois et d'année en année, et qu'à un moment donné, cette énergie sera probablement pertinente. Pour l'instant, c'est pour moi un peu prématuré. Les tickets d'entrée sont très élevés, et puis le parc derrière de solutions capables de s'y connecter, de s'en nourrir, est assez faible. Mais à côté de ça, en parallèle de ça, il y a d'autres solutions robotiques qui sont très performantes, qui se développent beaucoup et qui sont aussi très performantes pour l'environnement, puisque prendre un chariot élévateur pour lever une palette de 32 kg, ça n'a pas de sens. Ramener la dépense énergétique ramenée au volume de marchandises,
transporter est pas très pertinent. Alors que des petits robots autonomes, comme en font certains comme Exotech, qui avaient été mis en place justement sur le projet Monoprix, bon, bah, ça optimise cette dépense énergétique au kilo de marchandises transportées. Et ça te permet de compresser, densifier l'activité, donc moins artificialiser les sols, et en plus avoir une dépense énergétique au volume transporté beaucoup plus faible. Alors, nous, je ne suis pas tout à fait d'accord sur la partie hydrogène. Chez IDEC, on investit énormément sur la partie hydrogène, énergie renouvelable d'ailleurs. On a investi dans des startups qui font des éoliennes de toiture, mais beaucoup sur la partie hydrogène. Alors c'est vrai que l'hydrogène, ça ne permet pas de réduire les consommations. Mais l'hydrogène, ça permet de stocker l'énergie, ça permet d'être 100% vert, l'hydrogène vert, 100% renouvelable, et puis ça permet de recharger très rapidement. Et ça, on pense qu'on va avoir vraiment un passage très rapide. On l'a déjà aujourd'hui sur des entrepôts où on a des chariots hydrogène sur certains de nos bâtiments. Et je dirais que même plus largement, dans nos aménagements avec Faubourg Promotion, aujourd'hui, on intègre directement des stations d'hydrogène aujourd'hui sur les aménagements de nos parcs. Voilà. C'est quand même vrai qu'il y a un besoin de stockage, de toute façon. Et l'hydrogène, c'est la solution la plus probable pour stocker de l'énergie renouvelable sur du long terme. Donc je suis assez d'accord que ce n'est pas tout de suite, mais ça devrait arriver. Et ce qu'il y a tout de suite, par contre, c'est les batteries. Parce que stocker de l'énergie, on va dire, sur du court terme, améliorer l'autoconsommation dont on a parlé, on commence vraiment à regarder les batteries. Et d'ailleurs, souvent, les solutions hydrogène sont mixtes. Il y a un peu de batterie, un peu d'hydrogène, parce que la batterie fait un meilleur travail sur du stockage rapide et l'hydrogène a plus de potentiel sur du long terme. C'est des sujets qui sont abordés par vos clients, ça ? Vous sentez qu'il y a une demande de plus en plus pressante le stockage, oui, ça y est, c'est demandé aujourd'hui de regarder le fait de mettre du stockage pour optimiser le taux d'autoconsommation photovoltaïque. Ça ne fait pas une révolution, le stockage, d'ailleurs d'énormes problèmes simplement d'approvisionnement de batteries, mais on sait que c'est amené à baisser parce que les batteries, les gigafactories qui sont en train d'être construites vont amener à baisser le coût du stockage. Les batteries vont exister aussi en seconde vie quand elles seront plus capables d'alimenter les véhicules. Et pourtant, il y a encore beaucoup de capacité de stockage pour les bâtiments. Donc oui, on commence à regarder ça. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'autoconsommation photovoltaïque, c'est, au sens réglementaire du décret tertiaire, une mesure d'économie d'énergie. Ce n'est pas une mesure je produis, c'est une mesure je ne consomme pas parce que je produis au bon moment ma propre consommation. Et une batterie, ça peut augmenter... un taux de 20% de sa facture qui est effacé par du photovoltaïque, on pourra monter à 30% grâce à des batteries. Donc on fait la moitié en plus, mais on ne fait pas des révolutions. Mais tous ces sujets sont des sujets auxquels il faut penser très en amont. Enfin, quand on conçoit, quand on a un projet de construction, quand on a un projet... Même avant, quand on est aménageur de parcs logistiques ou parcs d'activités, il faut penser à cette démarche-là. C'est ce qu'on fait chez Faubourg. Et même la question énergétique, elle peut se traiter à l'échelle, pas que du bâtiment, mais à l'échelle de beaucoup plus large sur plusieurs bâtiments, et à l'échelle d'une ZAC. Aujourd'hui, on a des développements où on a une mutualisation des énergies à l'échelle de plusieurs bâtiments. Et par exemple, un entrepôt qui effectivement consomme assez peu, mais qui a une grande surface de toiture, peut être couvert de photovoltaïque pour alimenter un bâtiment frigo beaucoup plus petit à côté qui lui, ne peut pas mettre de photovoltaïque sur son toit. Et inversement, le bâtiment frigo qui lui rejette des calories, ces calories, on peut les capter, on peut les lier à une géothermie, une boucle d'eau. Donc il y a des choses, il y a des développements, et aujourd'hui tous les parcs sur lesquels on travaille en aménagement, on travaille vraiment sur une mutualisation des énergies à l'échelle de plusieurs bâtiments et pas que focus propre bâtiment. Mais ça plaide en faveur des parcs, alors ça... Tout à fait. Oui, les parcs, de toute façon, sont pertinents. Je veux dire, aller imiter le territoire d'entrepôts disparates à droite et à gauche, c'est pas très pertinent. Je veux dire, plus on regroupe les activités proches des grandes métropoles, du centre des grandes métropoles, mieux c'est pour l'environnement. Parce qu'on mutualise beaucoup les services, donc ça a beaucoup plus de sens. Et les parcs sont de plus en plus mixtes. Oui. Entrepôts, activités, on peut faire du tertiaire. Et on distribue tout. Et en plus, d'un point de vue énergétique, c'est très intéressant parce qu'on peut récupérer pour fournir à l'autre et ainsi de suite. Et on distribue
toute typologie de client, du particulier à la grande entreprise, en passant par le restaurateur, etc. Tout ça, ça peut partir d'un entrepôt aujourd'hui. Avant, c'était assez chacun catégorisé. Aujourd'hui, c'est de l'omnicanalité, hein, c'est d'un entrepôt. C'est pour ça qu'ils sont grands. Ben, on mutualise au maximum pour rentabiliser les transports. Ouais. Marc, oui, c'est évident. En tout cas, le gros entrepôt va devenir un fournisseur d'énergie demain. Hein. Ça, c'est assez vrai. Ouais. Et fournisseur d'énergie pour les autres bâtiments. Et de plus en plus aussi, nous, on réfléchit parce que c'est le transport aussi qui est très carboné aujourd'hui. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des tonnes de camions qui passent en bas des entrepôts. Donc, il va falloir aussi apprendre à fournir de l'électricité ou de l'hydrogène. Et ça, c'est pas encore très clair si c'est l'une ou l'autre solution qui va prendre le dessus dans les véhicules qui devront se charger. On se dirige petit à petit vers des entrepôts autonomes à la fin, où un entrepôt sera capable de produire son énergie dont il a besoin, voire même qui nourrira effectivement, comme le dit Franck, ses voisins. Aujourd'hui, on sait aussi déjà faire des entrepôts qui sont indépendants au niveau des réseaux de paix, par exemple, où on infiltre l'ensemble des eaux sur place. Donc, il y a plein de solutions comme ça qui sont soit testées, soit déjà en place pour beaucoup, et qui marchent très bien, et qui sont très loin de l'image qu'on a des entrepôts, en fait, où on se dit, voilà, cette grosse boîte, ça doit consommer de façon phénoménale. L'image des entrepôts, voilà. il y aurait beaucoup à dire. Je pense qu'on va faire d'ailleurs une émission là-dessus, sur l'image des entrepôts, parce que franchement, je pense qu'il y aurait... il y a un décalage phénoménal. Beaucoup de choses à raconter. Mais vous parliez d'hydrogène, là aussi, j'imagine, il faut des stations d'hydrogène, enfin là aussi, la mutualisation peut avoir un sens. Exactement. Je rappelle à ceux qui nous regardent que vous pouvez poser vos questions dès maintenant. Vous êtes des sociétés qui aident pour la plupart présents à l'international. Est-ce qu'en France, on est bon dans ce domaine énergétique? Est-ce que nos entrepôts sont plus sobres que ceux de nos voisins, par exemple? C'est un peu pas très objectif de le dire nous-mêmes, quelque part. Mais pour avoir constaté dans ma vie précédente, où j'avais une vision sur l'ensemble des activités de l'Europe, on est très en avance sur ces sujets-là. Dès 2015, on réfléchissait déjà sur ces sujets-là. Et je peux dire qu'effectivement, aux États-Unis, par exemple, ils étaient à 10 000 lieues de ça. Aujourd'hui, ils sont partis, ils ont suivi ce mouvement-là. Moi, j'aurais tendance à dire qu'en France, on est vraiment en pointe. Probablement que les Pays-Bas est aussi pas mal, et l'Angleterre se débrouille pas mal non plus sur le sujet. Ils sont peut-être plus dans la com que dans le pragmatique, on va dire, mais ils avancent quand même, faut le reconnaître. Mais on a un vrai vivier de start-up et d'entreprises intéressées, préoccupées par l'évolution de ces phénomènes-là, qui est très très important en France, hein, et qui est vraiment, on vient nous chercher des talents en France pour travailler aux États-Unis sur ces sujets-là. Hein. Ah oui. Ah oui. On le voit au CES, hein, si on va une fois par an à Las Vegas, il y a beaucoup de Français au CES. C'est un salon où on croise énormément de Français. Oui, puis la réglementation française aussi, elle est en avance. Hein. Le décret tertiaire, qui est finalement une obligation de baisser ses consommations réelles, ou la RE 2020 qui vient de sortir, qui est la première réglementation, et au niveau européen, nous en tout cas, Angleterre, Allemagne, Espagne, Italie, on n'a pas encore trouvé le pendant, qui va obliger à calculer correctement, en tout cas à calculer avec une méthode officielle le poids carbone et à limiter à une valeur absolue. C'est des choses qui, à ma connaissance, pour l'instant, n'existent réglementairement qu'en France. Oui. Confirmé. Oui, je suis d'accord. Après, les programmes que l'on lance aujourd'hui, on a un gros programme dans le sud de l'Espagne, à Antequera, où le sujet énergétique est un point phare du développement. Et en fait, on retrouve les mêmes démarches sur le photovoltaïque, sur de la géothermie partagée, sur l'hydrogène, que ce que l'on peut faire aujourd'hui en France. Donc aujourd'hui, les démarches qui se lancent aujourd'hui, je dirais qu'elles sont un petit peu identiques sur un peu partout en Europe, voire dans le monde. Et la bonne nouvelle, c'est que les industriels qui produisent ces solutions-là réfléchissent énormément sur les sujets, et des solutions qui ne sont pas sur l'étagère aujourd'hui, l'année prochaine, il y en aura des nouvelles et qui seront très performantes, et on pourra dire on est allé encore plus loin. Oui. Mais, vous sentez venir des choses qui n'existent pas encore aujourd'hui et qui risquent d'apparaître dans les prochaines années? Sur le pilotage des bâtiments, aujourd'hui, on est un peu balbutiant. On met en place des capteurs, on met en place des domotiques, etc. Mais dans 5 ans,
ça sera un tableau de bord comme dans la voiture, quoi. On rentrera dans le bâtiment, on aura un tableau de bord qui nous dira où on en est, où on va, comment le piloter, etc. Enfin, je ne sais pas me marquer. Oui, je suis assez d'accord que le pilotage, c'est important. Et puis, c'est quelque chose qui va très vite parce que c'est de la start-up du logiciel. Hein. Et là, pour le coup, on sait qu'en un an, ils font des choses qu'on n'imagine pas faire en 30 ans dans le bâtiment. L'intelligence artificielle. Donc, effectivement, de l'intelligence artificielle qui va automatiquement apprendre à mieux piloter un bâtiment, c'est évident que ça sera bien plus performant que de compter sur les utilisateurs pour éteindre la lumière. Hein, ça, il n'y a aucun doute. Ouais. Et donc ça, c'est quelque chose qui va arriver. Moi, je crois que l'hydrogène va arriver. Alors, c'est peut-être un peu plus long parce que là, il y a un vrai sujet industriel derrière. Oui, je suis un peu d'accord. La maîtrise de l'énergie, le stockage de l'énergie aussi, ça va être un sujet parce qu'on sait que... on parle des différentes énergies renouvelables. Nous, sur nos bâtiments, c'est plutôt le photovoltaïque. Mais le photovoltaïque, si on n'a pas d'énergie la nuit, on a beaucoup moins l'hiver. Alors, on mixte avec des éoliennes, on y travaille. Donc, la partie stockage est un point important. Donc, il y a l'hydrogène. On sait qu'on peut aussi stocker dans le sol, dans de la géothermie. Il y a des batteries qui ne sont pas forcément les éléments les plus environnementaux aujourd'hui, pour l'instant. Donc ça, ce sont des choses un peu nouvelles et certainement qui vont se développer. Et après, quelque part, on a une aire de jeu qui est un peu contrainte. Parce qu'en fait, on a quand même une réglementation autour de tout ça, hein, les ICPE, qui mettent un cadre. Et donc, on ne peut pas non plus se dire, ah ben tiens, on a une super idée, on va faire ça, et comme on veut. Je veux dire, on pourrait faire de la multi-activité sur un entrepôt logistique. En théorie, on pourrait très bien faire du logement, du bureau, un entrepôt au sous-sol, etc. En vrai, c'est très compliqué, réglementairement, de faire ça. Vous allez voir les pompiers, ils vont vous dire, mais ça va pas être possible. Donc, je pense qu'il y a aussi un vrai levier d'évolution de ce côté-là. Quand l'administration, les acteurs du secteur, à travers toutes les démarches qu'on fait d'ailleurs tous les trois au sein d'Afilog, il y a une vraie volonté de faire aussi avancer ce côté-là, parce qu'on peut avoir plein d'idées, mais il y en a beaucoup qui se heurtent au mur réglementaire, la réalité. Je ne dis pas que la réglementation n'est pas pertinente, elle a toujours été créée pour une bonne raison, mais aujourd'hui, ça fait partie des contraintes avec lesquelles on doit jouer. C'est une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, le changement de la surisolation, ou en tout cas le changement des isolants, on sait que les isolants biosourcés, ils existent, ils sont efficaces et ils sont environnementaux. Avant de mettre de l'isolant biosourcé sur une toiture ICPE, je pense qu'il va se passer plusieurs années d'âpres négociations avec les pompiers. C'est peut-être une des questions qu'on va avoir, mais est-ce que ça coûte vraiment plus cher de concevoir, de fabriquer, de construire un entrepôt sobre qu'un entrepôt comme ceux qu'on construisait il y a 4-5 ans? Ça coûte plus cher si on parle d'investissement pur. Après, le raisonnement, il faut l'avoir sur le long terme. Il faut prendre la construction et les consommations et travailler sur un retour sur investissement. Beaucoup de possession. Et aujourd'hui, avec la hausse des coûts des énergies, toutes les épaisseurs d'isolants complémentaires, tout le photovoltaïque, toute la géothermie, les retours sur investissement, ils ont été divisés par 2 en 6 mois et ça va continuer. Donc en fait, il faut qu'on travaille sur effectivement un coût global, ce qu'on appelle le coût global. Et vu les hausses d'énergie actuelles et à venir, en fait, ça ne coûte pas plus cher. Je suis persuadé que ça ne coûte pas plus cher à terme de surisoler, de prévoir un mix énergétique d'énergie renouvelable, un pilotage précis des consommations. Le secteur s'est déjà emparé de ça, parce que tu regardes, quand tu valorises 2 actifs, un actif qui est brime excellente par exemple et un autre qui n'a rien du tout, les caprettes sont différents, les taux de rendement appliqués sont différents. Il y a peut-être 20 bips, 50 bips d'écart, mais aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience de ça, et ça existe dans les valorisations de portefeuille. Il y a une différence. Et demain, on n'est pas à l'abri d'avoir une taxe carbone. Là, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que la législation risque encore d'évoluer pour devenir encore plus contraignante finalement? Plus incitative. Plus incitative. C'est une façon positive de formuler la remarque. Moi, je trouve que les réglementations, ça y est, elles ont fait quand même, elles sont très hautes. Ouais. Et le problème des réglementations environnementales, que ce soit les certifications, que ce soit la RVM, elles sont sur le déclaratif, la promesse de bien construire. Ouais. Moi, je trouve que celle qui est très intéressante, c'est le décret tertiaire. C'est la promesse de peu consommer réellement. Ouais. Et il va y avoir cette... moi, je trouve que l'intérêt du décret tertiaire, c'est le fameux name and shame. Il va y avoir les petites feuilles grises et vertes qui vont apparaître dans quelques années quand on va déclarer une mauvaise consommation. Ouais. Je pense que ça aura un impact énorme sur la valeur de l'actif. Ouais. Et du coup, il y a
quand on dégrade la valeur d'un actif parce qu'il est mauvais énergétiquement, il n'y a pas besoin de réglementation pour que tout le monde change de comportement. Ouais. Mais je vous entendais dire tout à l'heure que finalement, c'est plus facile d'isoler, enfin de faire en sorte qu'un bâtiment logistique soit sobre en énergie, plus que dans le domaine du tertiaire. Pourquoi Alors, je ne sais pas si c'est plus facile. Il est naturellement plus sobre. Et la première des raisons, c'est finalement... Enfin, pour moi, il y a 3 grandes raisons. La première, c'est qu'il est extrêmement compact. Compact, la compacité d'un bâtiment, c'est la ratio des surfaces déperditives par rapport à son volume intérieur. Un bâtiment logistique, de par sa forme, sa géométrie, son volume, il est 5 fois plus compact qu'un logement. Et 5 fois plus compact, ça veut dire que naturellement, il va avoir beaucoup moins de déperdition. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Contrairement à ce qu'on pense. Alors, effectivement, il est souvent plus que 5 fois plus gros. Donc, la facture énergétique et la consommation, mais la consommation au mètre carré, et c'est comme ça qu'on mesure aujourd'hui la performance d'un bâtiment, elle est très faible. En plus, il n'est pas chauffé ou peu chauffé. Et également, l'éclairage est extrêmement performant parce que quand on a des grands volumes, on a des éclairages. Aujourd'hui, on met moins de 2 watts par mètre carré pour éclairer un entrepôt. Quand un bureau, c'est plutôt 6. Et à la maison, on est certainement à 10 ou 15. Donc, il y a vraiment aussi des grosses différences. Et quand tu veux améliorer un bâtiment logistique sur son inertie thermique, tu peux jouer donc sur son enveloppe qui est assez simple finalement. Réfléchissons à un lycée, un collège, à un bâtiment haussmannien. Comment c'est possible aussi. Alors, au mètre carré, la rénovation, elle est beaucoup plus élevée. Donc, finalement, on est dans un secteur qui est plutôt déjà très performant, contrairement à ce qu'on pense, et qui, en plus, a cette faculté de s'améliorer encore plus vite que les autres. Donc, on est vraiment sur une typologie d'actifs qui évolue plus vite qu'on le pense. Ensuite, je pense qu'on peut encore améliorer la performance de nos bâtiments si on travaille encore plus en amont sur tout ce qui est simulation énergétique, simulation thermique. On voit encore beaucoup de bâtiments où on a une conception qui est faite parce que monter un programme logistique, c'est compliqué. Donc, on va déposer un permis de construire, un ICPE, et on va commencer à faire des études par la suite. Et je pense que plus tôt on fera des simulations énergétiques pour faire des choix importants sur la conception du bâtiment, et mieux on apprendra encore la partie consommation énergétique. Je me tourne vers Hervé parce que c'est l'heure des questions de nos internautes. Hervé, je crois qu'il y a beaucoup de questions. Oui, bonjour Jean-Philippe et bonjour à tous. Alors, première question, on parle de décret tertiaire, mais pour la logistique, il semble qu'il y ait des valeurs de référence à obtenir. Avez-vous des précisions? Oui, en fait, aujourd'hui, pour faire son travail, répondre à la demande de la réglementation, il faut que la réglementation nous fixe des règles du jeu qui, aujourd'hui, ne sont pas tout à fait fixées. Et c'est pas que l'administration n'y travaille pas ou nous-mêmes, à travers Afilog, nous avons essayé de les fixer, enfin de faire des propositions. Et c'est très compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on prend il faut simuler l'usage du bâtiment pour pouvoir donner un objectif de consommation à ne pas dépasser. Et quand on fait ça sur du bureau, par exemple, ou du logement, on sait que les gens, ils partent à telle heure, ils reviennent à telle heure, etc. Donc c'est assez modélisable. Dans l'immobilier logistique, on a des fonctionnements d'exploitation qui sont extrêmement différents. On peut avoir d'un mois à l'autre un client différent dans une même cellule. On peut avoir des produits, des contrats différents qu'il a traités. Il va faire un coup de l'alimentaire, un coup il va faire de l'habillement. Il va y avoir des choses très différentes. 8, 2, 8, 3, 8. Et donc, modéliser ces différences d'usage, c'est très, très compliqué. Donc, et on se gratte la tête tous autour de ça pour arriver à trouver une solution, parce qu'il faudra bien qu'on la trouve, mais il faut que ça soit quelque chose de pragmatique et un peu ambitieux. Alors pas facilement atteignable, mais pas non plus inatteignable, donc c'est compliqué. Je ne suis même pas sûr qu'on y arrivera, très sincèrement, parce qu'il y a tellement d'usages. Un bureau, c'est tellement plus simple, il est chauffé à peu près à 20 degrés, 21, 22, il est refroidi, il a des horaires, et la logistique, c'est tellement de températures différentes, tellement d'activités différentes, typologies de bâtiments différents. Et on le voit assez bien, parce que finalement, il y a une référence dans ces consommations, c'est l'Observatoire de l'immobilier durable qui, depuis plusieurs années, simplement par des questions, enfin questionnaires ou enquêtes,
fait ce type de travail de recenser les consommations énergétiques par typologie de bâtiment. Quand vous regardez les courbes d'un logement ou d'un... On a des belles courbes gaussiennes quand on regarde la consommation des logements ou des bureaux. Quand on regarde les entrepôts, on a des courbes qui font plusieurs bosses parce qu'effectivement, il y a l'entrepôt sec, il y a l'entrepôt frais, il y a l'entrepôt froid, il y a l'entrepôt à température négative et les consommations, ça varie. Alors là, pour le coup, 30 pour un entrepôt sec, 500 pour un entrepôt froid négatif. Hein. Donc, entre 30 et 500, ça fait une grosse différence. Hervé ? Depuis 2019, la loi climat et résilience impose pour les nouveaux bâtiments supérieurs à 500 m² d'équiper 30% de la toiture de panneaux solaires ou de toits végétalisés. Cependant, très peu de nouveaux entrepôts en sont équipés. Pourquoi ? Alors, c'est pas tout à fait le reflet de la vérité. D'ailleurs, le secteur, à travers Afilog, s'est engagé à aller au-delà de ces 30% et d'aller à 50%. Donc, volontairement, alors qu'effectivement, la réglementation nous oblige qu'à 30%. Tous les projets neufs dans les permis de construire déposés sont équipés de panneaux photovoltaïques. Alors après, il faut aussi répondre à la préoccupation, je pense qu'elle elle vient pas de nulle part, cette préoccupation. On ne voit pas toujours fleurir la centrale immédiatement. Ben, pourquoi ? Parce qu'il faut, dans le cadre de l'autoconsommation, on peut faire une centrale par nous-mêmes et consommer ce qu'on produit, ça, il n'y a pas de sujet. Mais dans la plupart des cas, et jusqu'à présent, on revendait l'électricité au réseau. Et pour faire ça, il faut passer en commission creux. Et pour donner un exemple, cette année, les 2 commissions qui étaient prévues n'ont pas eu lieu du fait des mouvements, des coûts d'énergie, etc. Et donc, faute d'avoir l'accord de la Creux sur le dossier qu'on présente, ben on ne peut pas développer la centrale. Donc les acteurs sont engagés et veulent le faire, mais aujourd'hui, on n'a pas, encore une fois, on vient à l'aspect réglementaire, on ne se cache pas derrière, c'est juste qu'il s'impose à nous. Et la bonne nouvelle, c'est que 100% des entrepôts neufs, de toute façon, ont prévu cette centrale. C'est-à-dire que si elle n'arrive pas tout de suite, elle sera techniquement faisable dans les années qui viennent parce que la toiture est prête à les accueillir. Moi, j'irais même plus loin. 100% aujourd'hui des projets qu'on développe avec le groupe, on prévoit de mettre 100% de couverture photovoltaïque. C'est pas 30%. C'est pas effectivement l'engagement à Afilog, c'est 50%. Aujourd'hui, effectivement, on veut absolument produire un maximum d'énergie. On veut autoconsommer. On veut revendre du surplus. On veut produire de l'hydrogène avec du photovoltaïque pour faire de l'hydrogène vert. Donc, l'objectif de la société IDEC, on a même créé une entité IDEC Énergie. L'objectif, c'est de produire un maximum d'énergie photovoltaïque sur le toit des bâtiments. Juste aussi un indice, de l'énergie sur un toit photovoltaïque, ça coûte moins de 10 centimes par kilowattheure. Tous ceux qui ont renégocié leur contrat d'électricité, vous êtes à au moins 2, 3, voire 4 fois plus. Donc aujourd'hui, c'est de toute façon rentable, voire extrêmement rentable. L'ISO 50001 semble efficace pour réduire les consommations d'énergie. Qu'en pensez-vous ? Et y aurait-il d'autres outils permettant des résultats similaires, notamment à l'étranger ? Pourquoi tout le monde me regarde? L'ISO 50001, oui, c'est un processus d'amélioration, de suivi d'amélioration des consommations. Donc, si on rentre dans cette démarche de qualité, effectivement, on va justement mettre en œuvre ce qu'on a évoqué tout à l'heure, des indicateurs, des systèmes pour réduire les consommations. Donc, on rentre pleinement dans cette thématique de réduire les consommations énergétiques qui sont imposées par le décret tertiaire, qui vont être imposées par la RE 2020 pour les zones soumises à la RE 2020. Donc ça, je dirais que ce soit décret tertiaire, RE 2020 ou normes ISO, on est dans les mêmes démarches d'amélioration continue et de réduction des consommations d'énergie. La certification BREEAM, c'est déjà une première étape, non? Oui, quelque part, c'est pas tout à fait... c'est pas le même organisme certificateur et donc le même format et tout à fait les mêmes préoccupations. Le BREEAM est beaucoup plus large, il va regarder aussi le confort, la biodiversité, etc. Donc on n'est pas juste sur la partie consommation d'énergie, mais l'ISO est plus une démarche qu'une volonté de résultat Forcément, il y a un résultat au bout, une amélioration continue. Mais c'est un peu différent. Je sais que nous, effectivement, au groupe APRC, on est engagé pour se certifier sur le 50001, notamment l'année prochaine. Donc, on rentre effectivement dans ce sujet-là. Mais sur les pays
frontaliers, on va dire, en Europe, il y a des équivalences, j'aurais plus les termes exacts en tête, mais ce qu'on a sur le décret tertiaire, ils ont leur décret tertiaire avec des objectifs en Angleterre, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie, en Espagne. Il y a des équivalences. D'accord. Autre question? Dans les entrepôts secs, le deuxième poste de consommation électrique après l'éclairage est la flotte d'engins de manutention. La technologie de batterie lithium permet de réduire de 20% sa consommation versus les batteries plomb ou verre, mais oblige à repenser les implantations de zones de charge lithium dispatchées dans l'entrepôt. Pour les futurs entrepôts, prenez-vous en compte cette nouvelle donne en supprimant la salle de charge au profit d'une meilleure répartition de la puissance dans l'entrepôt? Bonne question. Oui. Franchement, pas encore, mais pas encore parce que c'est pas arrivé vraiment dans les outils de conception, mais il y a un vrai sujet. Il y a aussi le sujet des chariots hydrogène peut-être. Vous avez un dialogue justement c'est un avec sujet qu'il faut absolument qu'on se pose, et pas assez de dialogue justement, avec parce que bien souvent nos sociétés, on va dire que nos clients ne sont pas toujours voire rarement les utilisateurs. Ouais. Et c'est vraiment l'utilisateur qui va investir dans la technologie de chariot. Mais il y a un vrai potentiel, c'est vrai. Il y a un vrai potentiel sur les typologies de batteries, sur la répartition de la charge. Il y a un vrai potentiel aussi sur l'autoconsommation photovoltaïque. Quand les batteries, c'est du stockage qui est déjà là pour les chariots. Donc il faut les utiliser pour pouvoir charger les chariots à midi en été, enfin à midi en tout cas, et pas la nuit. Et ça, c'est tout à fait possible. Il y a par exemple des discussions entre Evolis, donc le syndicat de la manutention, et puis Afilog, par exemple? Il y a des contacts qui ont été pris et donc des réflexions qui sont menées, mais pour autant, opérateurs que nous sommes, on nous demande toujours les locaux de charge, à tort ou à raison, mais on nous les demande toujours. Donc nous, dans nos projets, c'est une remarque très pertinente, mais dans notre projet, pour être honnête, pour l'instant, on prévoit toujours des locaux de charge qui seront potentiellement reconvertis plus tard pour des installations de production d'énergie, pour des locaux de maintenance, pour voire même démonter éventuellement. Ça peut se faire aussi. On a de grosses discussions par rapport à l'hydrogène, vraiment beaucoup, plus que le lithium aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est la solution qui va se développer partout. L'avantage de l'hydrogène, c'est qu'effectivement aujourd'hui, un chariot, quand vous le mettez en charge, vous le chargez pendant 6 heures. L'hydrogène, vous mettez 3 minutes à le charger. Et du coup, même en coût d'investissement, vous achetez, si vous tournez en 2.8, il vous faut des chariots pour le matin et d'autres chariots pour l'après-midi, pendant que les premiers se chargent. L'hydrogène, vous réduisez de 50% en fait votre flotte de chariots élévateurs parce que vous rechargez en 3 minutes. Par contre, il faut la station d'hydrogène, la station de distribution d'hydrogène. Mais aujourd'hui, les discussions tournent plutôt autour des chariots hydrogène, qui sont opérationnels et qu'on sait d'ores et déjà installer dans les bâtiments. Hervé ? Alors on continue avec les véhicules électriques. Compte tenu des restrictions énergétiques annoncées par le gouvernement, pensez-vous que la charge des véhicules électriques prendra une place plus importante en 2023 ? Et sachant que le stockage est une solution pour pallier à cette problématique, est-ce que vos divers clients sont prêts à investir dans le stockage énergétique à grande échelle ? Moi, j'y crois beaucoup. J'y crois beaucoup. Les véhicules électriques, on en a honnêtement très peu. J'ai fait encore le bilan, nous, de notre carnet de commandes chez GSE. On a en moyenne 10 bornes électriques par entrepôt à construire. Donc, ce n'est pas du tout à l'échelle de ce qui va se passer dans les prochaines années. Et justement, il faut être très vigilant. Il faut prévoir l'infrastructure. Peut-être pas tout de suite de mettre les bornes, mais il y a des transformateurs, il y a des câbles et des fourreaux à mettre en amont. Et ça, on y réfléchit vraiment activement. Parce que ça va arriver à une vitesse folle, en fait. On est sur le moment où la courbe est en train de décoller, donc on ne se rend pas compte que la dérivée seconde de la courbe est déjà très haute. Et pour autant, quand ça va accélérer, ça va aller à une vitesse folle. Donc, il faut vraiment qu'on soit là-dessus. Et derrière, avec le coût de l'électricité, de la capacité de stockage, ça ne va pas tant permettre de stocker que soulager le réseau. Parce qu'à un moment donné, quand vous avez beaucoup de camions qui se chargent en même temps à la même heure, les transformateurs ne seront pas assez gros et la batterie permettra plus que d'optimiser la charge, de simplement d'avoir lissé la demande électrique. Et c'est beaucoup de stockage, c'est aussi beaucoup d'intelligence. Et ça aussi, il faut qu'on y pense tout de suite. L'intelligence des bornes qu'on va installer, parce que demain, il faut qu'elles communiquent avec les centrales photovoltaïques, les batteries, la consommation des bâtiments.
C'est vrai qu'on parle de réduction des consommations d'énergie, mais les entrepôts, ils vont consommer plus. Parce qu'il va falloir les charger, tous ces véhicules, tout le personnel qui va venir se garer, peut-être les fourgons, peut-être les camions. Alors nous, on a plus une philosophie de se dire que la partie petit porteur et poids lourd, ce sera de l'hydrogène. Mais de toute façon, il faudra aussi produire cet hydrogène et il faudra recharger les voitures. Donc de toute façon, la consommation, elle va augmenter. Donc il va falloir produire de l'énergie. Voilà, c'est ce que l'on disait au début. Il va falloir produire plus de l'énergie sur nos bâtiments pour pouvoir compenser cette surconsommation d'électricité. Il y a beaucoup de questions, hein. C'est bien, c'est des questions vraiment pointues. Hein. Hervé ? Que suggérez-vous d'améliorer en priorité pour les entrepôts en froid? Ah oui, alors le froid, c'est un vrai sujet. Hein. Moi, je pense que bien régler les machines, enfin, c'est évidemment la production de froid qui est très importante. Même à température d'ailleurs contrôlée, le froid, des fois, c'est juste 15-20 degrés quand on a du chocolat, des médicaments. Le retour d'expérience, c'est que bien souvent, on peut faire énormément d'économies en réglant correctement sa machine. Hein. J'entendais des clients qui ont fait 80% d'économies simplement en réglant leur rooftop pour produire la bonne température au bon moment. Et commençons par ça, en tout cas, c'est sûr. Oui. En fait, les industriels, ils travaillent déjà depuis des années à réduire leur consommation de froid. C'est leur outil de travail, c'est une grosse part de consommation. Donc aujourd'hui, on a des systèmes frigorifiques qui sont déjà performants. Alors il faut peut-être régler, mais de toute façon, qui sont performants. On utilise des gaz qui ont qui ne sont plus des gaz à effet de serre. On a un pilotage précis. Donc il y a déjà beaucoup de choses de fait. Aujourd'hui, c'est peut-être pas sur le process froid qu'il y a vraiment à travailler. C'est plutôt sur à la fois de la récupération d'énergie, sur cette partie froid, et peut-être l'enveloppe des bâtiments, parce qu'on voit encore des bâtiments frigos qui sont pas surisolés, qui sont pas ce qu'on appelle des boîtes dans la boîte, et il y a peut-être encore des choses à faire par rapport à ces départitions-là, aux ouvertures des portes, à des choses comme ça. Mais je pense que la technologie froid, on arrive déjà dans des procédés qui sont déjà très performants. Ouais. Même si on va toujours améliorer les choses. Ouais. Oui, quand même, c'est un secteur qui va vraiment prendre de plein fouet l'augmentation des coûts de l'énergie. Oui, c'est clair. Ouais. Ouais. Hervé. Que pensez-vous du fait de couvrir les zones de stationnement et produire du photovoltaïque? Oui, je crois que c'est évoqué. Oui, en autoconsommation, c'est la solution qui va faire 20% d'économie de n'importe quel bâtiment logistique. À coût zéro, parce qu'encore une fois, le photovoltaïque, il a cet énorme avantage, c'est que comme il est rentable maintenant, plutôt en 5-10 ans qu'en 15-20 ans, comme on a pu le voir à l'époque, il y a des solutions de financement, de tiers financement qui marchent. Donc sur l'existant, c'est le meilleur moyen, c'est la meilleure solution pour couvrir les parkings. Quoi. Voilà, couvrir les parkings. Après, sur un bâtiment neuf, on se dit qu'on travaille plutôt sur des parkings aujourd'hui, on évite d'imperméabiliser les parkings, on travaille sur des parkings végétalisés, infiltrants. Donc je pense que le photovoltaïque il est quand même mieux sur la toiture du bâtiment que sur le parking. Mais sur l'existant, c'est la meilleure solution. Ouais. C'est moins cher aussi. Hein. Nous, on a fait pas mal le calcul. C'est moins cher de mettre un parking que de changer une toiture pour mettre du photovoltaïque sur la toiture. Puis c'est bien pour les voitures. Et effectivement, ça apporte un confort. Personnellement, on a une ombrière au siège de GSE depuis 2 ans. Et c'est vrai que quand l'été arrive, il ne faut pas arriver trop tard pour avoir une place dessous. Allez, je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de questions, Hervé. On a le temps de faire encore une dernière. Pourriez-vous donner quelques informations sur l'impact sur le bilan énergétique des entrepôts grâce aux nouveaux concepts, par exemple les entrepôts à 2 étages, usage partagé, accès au rail, eau fluviale, etc. Alors, ça s'agit de quel impact dont on parle? C'est impact en CO2, j'imagine? Je ne sais pas si c'est ou l'impact en circulation, l'impact en... C'est difficile à qualifier. La question est formulée comme ça, Hervé, exactement. L'impact sur le bilan énergétique des entrepôts. Bilan énergétique, quelque part, on sait qu'un bâtiment, pour donner juste 2-3 valeurs, un bâtiment logistique, son empreinte carbone, c'est autour de 400 kg par mètre carré. Un bâtiment de bureau ou un bâtiment de résidentiel, ça va être 2 à 3 fois plus. Donc on est dans un actif, comme on le disait tout à l'heure, qui est déjà plutôt vertueux par rapport aux autres. Après, on sait aujourd'hui, avec l'état des technos à notre disposition, réduire cet impact
de 25%. On peut descendre à 300 kg, ça se fait correctement. Au-delà, c'est très compliqué parce qu'on a encore besoin dans nos constructions de béton, on a encore besoin de bardage. Demain, on aura des solutions qui nous seront proposées par les industriels qui seront beaucoup plus performantes. Mais aujourd'hui, c'est compliqué d'aller beaucoup plus bas. Mais voilà, après, il y a plein de solutions, je pense. L'impact carbone, il est plutôt dégradé quand on monte en étage parce qu'on va mettre plus de béton quand même. Par contre, c'est au niveau consommation foncière qu'il y a un vrai intérêt de monter en étage. Alors, ça se fait plutôt pour le prix du terrain que pour la qualité environnementale du terrain. Mais également, le zéro artificialisation va vers ça. Donc, c'est plus sur la consommation foncière. Le deuxième intérêt aussi, c'est que quand vous avez 2 étages, vous n'avez plus qu'une toiture pour 2 bâtiments. Donc, vous augmentez le taux d'autoconsommation et l'utilisation de la toiture photovoltaïque dans le bâtiment aussi. Alors, nous, on travaille sur des solutions énergétiques mutualisées pour différents preneurs. Et effectivement, dans le cadre de bâtiments à étage ou de logistique urbaine, aujourd'hui, on va retrouver de l'entrepôt, de l'activité, du bureau, du commerce parfois. Ça nous permet d'améliorer fortement les consommations énergétiques de tous ces lots parce qu'on va aller mutualiser les énergies, mutualiser les consommations, mutualiser les productions énergétiques. Et donc, on pense que, alors, dans le cas effectivement de bâtiments type logistique urbaine, il y a vraiment intérêt à tout regrouper et puis travailler sur un management énergétique global à l'échelle du bâtiment, de bâtiments aussi complexe qu'il peut être. Oui, parce que les usages ne sont pas au même moment. Si on additionne du résidentiel et de l'activité, le résidentiel va consommer le week-end, le soir, le matin, l'activité pendant la journée. Donc ça a du sens de faire tout ça. C'est pas toujours facile, mais il faut aller dans cette direction, bien sûr. Le marché de l'immobilier logistique continue à être très porteur, très dynamique. Est-ce que justement cette obligation qu'ont les entreprises de faire des économies sur leur consommation énergétique va pousser celles qui avaient de vieux bâtiments à aller vers de nouveaux? Et est-ce que ça va être incitatif, encore une fois, pour booster les nouveaux projets? Booster les nouveaux projets. Moi, je pense plutôt que ça va booster la rénovation plus que les nouveaux projets. On a de moins en moins de terrain, on a besoin d'améliorer l'existant. C'est plutôt la rénovation. On sent que c'est en train d'arriver. Nous, on a quelques clients aujourd'hui qui nous interrogent sérieusement sur le sujet. Et tu auras, je pense, dans un futur proche, la même chose que sur le résidentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on annonce que des bâtiments qui sont classés F ou G, c'est un loyer limité, voire demain, on ne pourra plus les louer, etc. Comme il y a une grande partie des acteurs qui sont des bailleurs dans ce secteur-là, ces acteurs-là, ils prennent ça en compte. Donc, ils n'attendent pas que ça bouge. Ils sont déjà en train de lancer les bonnes rénovations pour être à l'heure et éviter l'écueil de se retrouver avec des bâtiments inutilisables et donc avec une valorisation de leurs activités qui serait déplorable. Prendre un entrepôt en blanc aujourd'hui, est-ce que c'est l'assurance justement d'avoir un bâtiment qui répond à ces critères? Oui, je pense, oui. L'idée, comment dire, c'est encore plus quelque part une obligation pour les acteurs que nous sommes. Quand on fait quelque chose en blanc, on a cette incertitude de la commercialisation de cet actif. Et donc, si on tapait très bas, on se met encore plus à risque. Donc, il faut trouver le bon équilibre, bien sûr. Mais on a intérêt, effectivement, de développer, Franck et Marc me confirmeront, mais développer des actifs qui soient plutôt vertueux et qui anticipent l'évolution de la réglementation. Sinon, au moment où on va les mettre sur le marché, on va nous dire... ça ne nous intéresse pas. C'est effectivement sûr. Tout nouveau projet aujourd'hui, il doit être exemplaire sur la partie énergétique. Sinon, on aura problématique pour trouver des clients, mais aussi on a des problématiques administratives. Aujourd'hui, quand on vient essayer de construire un bâtiment, on a des autorités administratives qui nous posent des questions et qui veulent que ce soit exemplaire sur l'énergie, aussi sur la biodiversité, sur plein de choses, sur l'imperméabilisation des sols. Mais sur la partie énergétique, on se doit d'être exemplaire. Et aujourd'hui, quand on développe encore plus des parcs ou des ZAC, on est obligé d'avoir une réflexion globale sur l'énergie. Et on parle de parcs à énergie positive plus que de bâtiments à énergie positive, presque aujourd'hui, parce qu'on doit développer des concepts complets sur la maîtrise de l'énergie.
Très bien. Écoutez, je crois qu'on a fait un tour d'horizon assez large. On a, bien sûr, en 1 heure de temps, on ne peut pas répondre à toutes les questions qui se posent sur un thème aussi vaste et aussi actuel. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Supply Chain Village pour répondre à toutes ces questions. Merci. Et puis, merci à vous de nous avoir regardés. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission sur le plateau de Supply Chain Village.